Ce soir, je tends la main à chaque Sud-Africain, noir ou blanc. Du plus profond de mon être, un homme blanc, rempli de préjugés et de haine, est venu dans notre pays et a commis un acte si funeste que notre nation tout entière vacille à présent au bord du précipice. Une femme blanche, d'origine africanaire, a risqué sa vie pour que nous puissions identifier cet assassin et le traduire en justice. Le meurtre de sang-froid de Chris Hani a agi comme une onde de choc à travers tout le pays et dans le monde entier. Le chagrin et la colère nous anéantissent. Ce qui s'est produit est une tragédie nationale qui a touché des millions de personnes, indépendamment des clivages politiques et de couleurs. Notre chagrin partagé et notre colère légitime trouveront leur expression dans les commémorations nationales qui coïncideront avec les funérailles. Demain, dans de nombreuses villes et de nombreux villages, des cérémonies à sa mémoire rendront hommage à l'un des plus grands révolutionnaires que ce pays ait connu. À l'occasion de chaque service sera ouvert un livre du souvenir pour la liberté, où tous ceux qui désirent la paix et la démocratie pourront faire part de leur engagement. Il est désormais temps pour tous les Sud-Africains de s'unir contre ceux qui, d'où qu'ils viennent, veulent détruire ce pourquoi Chris Hani a donné sa vie, notre liberté à tous. Il est désormais temps pour nos compatriotes blancs, dont les messages de condoléances continuent d'affluer, de compatir à la perte douloureuse qu'a subie notre nation et de participer aux cérémonies de la mémoire et aux commémorations funèbres. Il est désormais temps pour la police d'agir avec tact et modération, en hommes et en femmes d'ordre, agissant véritablement pour le bien commun, au service de la population dans son ensemble. Aucune autre vie ne doit être perdue en ce moment tragique. Il s'agit d'un moment crucial pour nous tous. Ce sont nos décisions et nos actes qui diront si nous avons su employer notre douleur, notre chagrin et notre indignation pour aller de l'avant vers la seule solution pérenne pour notre pays, un gouvernement du peuple, élu par le peuple et pour le peuple. Nous ne devons pas laisser les hommes qui idolâtrent la guerre et convoitent le sang perpétrer des actes qui plongeraient notre pays dans un nouvel Angola. Chris Hani était un soldat. Il croyait en une discipline de fer. Il respectait les instructions à la lettre. Il agissait conformément à ce qu'il prêchait. Tout manque de discipline bafoue les valeurs que Chris Hani incarnait. Ceux qui commettent de tels actes ne servent que les intérêts des assassins et profanent sa mémoire. Alors que si nous agissons ensemble, nous, le peuple uni, avec résolution, discipline et détermination, rien ne nous arrêtera. Rendons hommage à ce soldat de la paix de façon appropriée. Renouvelons notre engagement à faire advenir la démocratie pour laquelle il combattit sa vie durant. Cette démocratie qui apportera des changements réels et tangibles dans la vie des travailleurs, des pauvres, de ceux qui sont sans emploi ou sans terre. Rien ne remplacera Chris Hani dans le cœur de notre nation et de notre peuple. Quand il revint en Afrique du Sud après 30 ans d'exil, il déclara « J'ai côtoyé la mort, l'essentiel de ma vie. Je veux vivre dans une Afrique du Sud libre, même si je dois donner ma vie pour cela. » Le corps de Chris Hani sera exposé solennellement au FNB Stadium à Soweto, le dimanche 18 avril, de midi jusqu'au début de la veillée à 18h. Les funérailles débuteront le lundi 19 avril à 9h. Le cortège se rendra au cimetière de Boksburg, où l'inhumation est prévue à 13h.
Ces funérailles et ces rassemblements doivent se dérouler dans la dignité. Nous saurons canaliser nos émotions lors de nos regroupements, nos réunions de prière et nos rassemblements, que ce soit dans nos maisons, dans nos églises ou dans nos écoles. Nous ne nous laisserons pas entraîner à des actes irréfléchis. Merci beaucoup. Alors le discours que vous venez d'entendre, lire par Hervé, c'est un discours de Nelson Mandela. C'est un discours qui, à mains égards, peut paraître assez plat, assez ronflant, même si on entend une certaine émotion, hein. On entend une certaine actualité, un certain vacarme derrière qu'on ne comprend pas complètement. Mais ce discours, il est extrêmement important parce qu'il opère un véritable miracle et que je vais essayer de vous expliquer. J'espère y arriver, ça va prendre 45 minutes, hein, et à la fin de ces 45 minutes, on va relire ce discours. Et j'espère que à ce moment-là, vous l'entendrez différemment. Il y a notamment un mot, le mot le plus prononcé dans ce discours, vous ne l'avez sans doute pas retenu, mais c'est un mot dont très banal, très banal. Mais ce mot, le simple fait de le prononcer, voilà, a éveillé chez les Sud-Africains quelque chose. Et c'est ce mot-là que je vais essayer de vous faire entendre à la seconde lecture. Ce discours, il est prononcé par Mandela à la télé, le 13 avril 1993. 3 jours avant, un homme, Chris Hani, leader noir, dirigeant du Parti communiste sud-africain, a été assassiné dans la banlieue du Cap, dans sa maison, dans le pavillon, dans la banlieue de Cape Town. Il a été assassiné au matin par un homme blanc qui est sorti de sa voiture et qui a tiré plusieurs balles dans la tête de Chris Hani. Immédiatement, comme le dit Mandela, une voisine qui a assisté à l'événement a appelé la police. Cette voisine était une femme blanche afrikaner. Elle a appelé la police et en 10 minutes, l'assassin a été retrouvé et appréhendé. Cet assassin, c'était un immigrant récent, d'origine polonaise, récemment installé en Afrique du Sud et qui avait rejoint un parti blanc ultranationaliste d'extrême droite. On apprendra plus tard qu'il n'avait pas agi seul, il y avait un commanditaire qui était un député blanc, ultranationaliste lui aussi, qui avait même fourni l'arme du crime. Donc le moment où Mandela s'adresse aux Sud-Africains à la télé nationale, c'est un moment où vient de se produire un attentat qui vient de tuer l'un des très grands leaders noirs du moment. Chris Hani, c'est pas n'importe qui. Il avait été, avant d'être le chef du Parti communiste en Afrique du Sud, dans ces années-là, il avait été, d'abord, dans sa jeunesse, un soldat en exil de la branche armée de l'ANC. Donc l'ANC, vous savez, le grand parti noir d'Afrique du Sud, qui militait depuis des décennies, depuis le début du XXe siècle, pour la démocratisation et pour l'accès de tous, sans distinction de couleur, au droit de vote. Et Chris Hani avait été un militant de la branche armée qui s'appelait Umkhonto we Sizwe. Il avait été 30 ans en exil, comme le rappelle Mandela. Il avait lutté au Lesotho, il avait lutté en Zambie, dans toutes les bases arrières il avait lutté au Zimbabwe, toutes les bases arrières de l'ANC dans les pays voisins, qu'on appelle les pays de la ligne de front, les pays voisins de l'Afrique du Sud. Il était devenu le chef militaire de l'ANC. Et en 90, au moment où s'amorce la transition, au moment où tous les prisonniers politiques sont libérés, et au moment où Nelson Mandela est libéré, en février 1990, Chris Hani rentre d'exil. À ce moment-là, le bannissement, la loi de bannissement est levée, et puis les exilés peuvent rentrer. Chris Hani rentre,
et se met au service de la transition démocratique comme chef du Parti communiste. Et il devient au même moment, du fait de son histoire personnelle, de combattant, du fait de son pouvoir charismatique extrêmement fort sur la jeunesse des banlieues, la jeunesse des townships, il devient l'icône de la jeunesse noire des townships. Et c'est cet homme-là, à la fois auréolé de l'aura du combattant, qui s'est battu, qui a tué, mais qui combat à présent pacifiquement pour la démocratie. C'est cet homme-là, héros des jeunes, qui est assassiné le matin du 10 avril 1993. Cet événement, il plonge le pays, comme le dit Mandela, dans cette espèce de tremblement social ahurissant, où tout le monde a le sentiment, tout le monde, de quelque bord qu'il soit, tout le monde a le sentiment que tout peut exploser. Tout peut exploser. Non pas que ça aille bien jusque-là. Hein, on est en 93. Depuis 90, les lois d'apartheid sont suspendues. La minorité blanche, mais qui est majoritairement, qui est la majorité politique, qui exerce seule le pouvoir, a voté en 91 pour la poursuite des réformes et donc pour la transition démocratique. Néanmoins, même si les lois d'apartheid sont suspendues et même si la minorité blanche a voté pour la transition démocratique, les Noirs n'ont toujours pas le droit de vote. Bon. Et il n'y a toujours pas de gouvernement commun, il n'y a toujours pas de parlement. Et nous, on est dans un entre-deux. 90, on sort de l'apartheid. 94, le 10 mai 94, Mandela est élu président de la République. On est dans un entre-deux. Et cet entre-deux n'est pas un entre-deux pacifique. Pas du tout un entre-deux pacifique. Bon. Certes, l'ANC a renoncé à l'usage des armes et a dissous Umkhonto we Sizwe, sa branche armée. Certes, le gouvernement blanc a suspendu, au moins en théorie, l'usage de la force, a levé les lois d'apartheid, a levé la loi de bannissement, a autorisé tous les exilés à rentrer, à libérer tous les prisonniers politiques. Néanmoins, on est dans une phase d'entre-deux, qui est une phase de négociation politique qui se fait dans un climat d'extrême tension et qu'on peut même appeler de guerre civile. Il y a une guerre civile. Il y a 3 ans de guerre civile, de 91 jusqu'à pas très longtemps avant, jusqu'en avril 94. Une guerre civile qui n'oppose pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Blancs et les Noirs. Une guerre civile qui oppose tous contre tous. Et là, ça nécessite un petit peu d'explication. Les Blancs, c'est une minorité en Afrique du Sud, c'est 10% de la société. Mais les Blancs sont eux-mêmes très clivés entre ceux qui sont partisans d'une transition démocratique et ceux qui sont des jusque-boutistes et qui ne veulent pas d'une transition démocratique. Et pour ceux d'entre vous qui ont plus de 50 ans, comme c'est mon cas, vous vous souvenez sans doute des images télé où on voyait des défilés de néo-nazis, notamment un fameux Eugène Terre-Blanche, mais aussi d'autres, d'anciens généraux de l'armée, etc., qui avaient rallié une partie de l'opinion blanche contre l'idée de transition démocratique et pourquoi ? Pour le chaos ou bien pour l'idée d'une espèce de fédération qui maintiendrait la minorité blanche dans des enclaves réservées à son usage. Du côté de l'immense majorité de la population noire, ou ce qu'on appelle colored, c'est-à-dire pas simplement métis, mais disons descendants d'esclaves ou fruits d'anciens métissages, etc., ou du côté de la minorité indienne aussi, puisqu'il y a une très forte minorité d'origine indienne, sud-africaine, enfin d'origine indienne. Là aussi, les choses sont très clivées.
l'ANC a son public. Bon. Une large partie de la société noire suit l'ANC comme le parti qui la représente et s'est engagé du côté d'une transition démocratique. Mais de larges parties de la population noire n'ont pas du tout suivi ce chemin-là. Plusieurs partis, notamment le Pan-Africanist Congress, voilà, continuent de militer, continuent de faire la guerre en Afrique du Sud pour s'opposer à l'idée d'une transition négociée, considérant qu'il faut mettre les colons dehors. Bon. Et là où l'ANC disait « un homme, une voix »,« one man, one vote », hein, le Pan-Africanist Congress disait « one settler, one bullet », un colon, une balle. C'est pas tout à fait la même option. Et puis il y a toute une partie aussi de la population sud-africaine, principalement issue de la région Zoulou, bon, qui, elle, est plutôt affiliée à un autre parti qui s'appelle l'Inkatha. Et dont on peut dire qu'il a longtemps bénéficié du soutien du régime d'apartheid. Pourquoi ? Parce que le régime d'apartheid avait institué en Afrique du Sud des réserves pour les différents groupes ethniques. Bon. Une réserve pour les Zoulous, qui s'appelait le KwaZulu. Bon. Une réserve pour les Tswana, qui s'appelait le Boputa Tswana. Une réserve pour chaque sous-groupe de la société noire, ou chaque ethnie. Bon. Il y avait une dizaine comme ça, de Bantoustans qui étaient des espèces de réserves dans lesquelles le gouvernement blanc avait eu pour plan de ranger les gens en fonction de leur étiquette ethnique. Et à la tête de ce qu'on appelle des Bantoustans, bon, de ces réserves indigènes, le gouvernement blanc avait mis des élites noires, Zoulous, Tswana, etc. Bon, et une espèce de gouvernement fantoche dans chacune de ces réserves, avec l'apparat fantoche d'un gouvernement, c'est-à-dire des timbres, une monnaie, un drapeau, etc. Bon, un passeport, etc. Bon. Ces Bantoustans n'ont jamais été reconnus par la communauté internationale qui a toujours considéré que c'était des parties du territoire sud-africain. Néanmoins, ces élites des Bantoustans avaient réussi à se faire des clientèles au sein des sociétés en question et au moment de la transition démocratique ont vu d'un très mauvais œil l'idée de la réintégration de ces enclaves dans la République. Si bien qu'on assiste, dans ces mêmes années, entre 90 et 94, on assiste non seulement à l'éclosion de l'ultra-droite blanche, ou de ce qu'on pourrait appeler l'ultra-gauche noire, mais aussi à l'éclosion de toute une série de mouvements centrifuges issus des Bantoustans qui veulent absolument conserver leur pouvoir. Il y a eu des coups d'État dans l'Afrique du Sud de ces années-là. Il y a eu un coup d'État au Boputa Tswana, voilà, un coup d'État organisé par les élites du Boputa Tswana et un segment de l'armée blanche, une partie de l'armée blanche, venue en renfort pour défendre le pouvoir ethnique à l'intérieur d'un Bantoustan. On pourrait trouver ça paradoxal que dans cette période-là, des factions blanches et des factions noires aient combattu contre la transition démocratique. Et c'est pourtant bien ce qui se passe. C'est pourtant bien ce qui se passe. Pourquoi c'est ce qui se passe ? Parce que les ultras, du côté blanc comme du côté noir, ont tout à coup, alors qu'ils vivaient jusqu'en 90 dans un régime absolument raciste, ont tout à coup entrevu la possibilité de construire ensemble, d'additionner en quelque sorte leurs ethnicités diverses et de construire ensemble une espèce d'Afrique du Sud fédérale dans laquelle chacun aurait son enclave. Bon. Et donc pendant ces quelques années-là, entre 90 et 94, on a des attentats
de l'ultra-droite blanche contre des Noirs. On a des attentats du Pan-African Congress contre des Blancs. On a des attentats et des attaques de Zoulous contre des townships majoritairement ANC. On a le soutien secret de la police du régime blanc qui vient en renfort de l'Inkatha. C'est d'ailleurs ce qu'on a appelé l'Inkatha Gate à un moment donné. On apprend à un moment donné, ça fuit dans la presse, on apprend à un moment donné que même pendant la transition démocratique, la police blanche, la police du régime, a financé secrètement les milices noires les plus radicales. On a des coups d'État dans les Bantoustans soutenus par des minorités noires et des segments de l'armée blanche. Bref, c'est une espèce de guerre de tous contre tous qui fait des milliers et des milliers et des milliers de morts pendant ces quelques années. Et dans ce climat de guerre civile, alors que la transition démocratique patine, Chris Hani est assassiné. Et c'est pourquoi il y a ce sentiment à ce moment-là d'être véritablement au bord du gouffre. Véritablement au bord du gouffre. La sortie de prison de Mandela, en février 90, ça n'est que le début d'un processus de transition qui prend 4 ans et qui passe tout près du chaos. Au moment où il parle, le 13 avril 93 à la télévision, personne, c'est facile rétrospectivement de dire il fallait en passer par là et ça va marcher. Mais qui d'entre nous et qui en Afrique du Sud pouvait dire que ça va marcher? Le sentiment qui régnait était on est véritablement tout près du chaos et de l'explosion de ce pays. Permettez-moi maintenant de remonter encore un petit peu plus loin en arrière pour expliquer ce que c'est que l'apartheid. Ce système dont on peine à sortir à partir de 90 jusqu'en 94, on peine à sortir parce que tous les partis se sont entendus pour se mettre autour de la table et puis faire une espèce de constituante. Il faut se mettre d'accord sur les termes d'une transition. Comment est-ce que ça va fonctionner si on décide de vivre ensemble? Comment est-ce qu'on élit les députés? Quel gouvernement de transition on se met en place? Quel garde-fou et quelle constitution on écrit? Et une constituante échoue en 91, une deuxième constituante échoue, etc. Et puis c'est au moment où la troisième constituante démarre et ne fonctionne pas très très bien que Chris Hani est assassiné. Donc là, c'est véritablement la menace du chaos et la peur. Lorsque Mandela prononce ce discours le 13 avril 93 à la télévision, les gens ont peur. Et il a peur. Il a peur. On ne sait pas ce que ça peut devenir, une société comme ça, qui explose. Il faut revenir en arrière pour expliquer ce que c'est que l'apartheid. On le sait tous, en gros, mais c'est quand même bien de rappeler ce que c'est que l'apartheid. L'apartheid, c'est un régime de ségrégation. Ça s'est rencontré dans beaucoup d'endroits sur Terre, dans les régimes coloniaux, d'abord, dans la plupart des régimes coloniaux, ou aux États-Unis, jusqu'à il y a quelques décennies. Mais c'est une forme totalitaire d'un régime ségrégationniste, l'apartheid. L'apartheid, c'est un mot qui vient du hollandais, qui veut dire, on pourrait dire séparation, mais ça ne veut pas tout à fait dire séparation. Ça veut dire, en fait, état de ce qui est séparé. Ce n'est pas l'action de séparer quelque chose, c'est la séparité des gens, la séparité des groupes, pour inventer un néologisme. La séparité des groupes, le fait de vivre séparés les uns des autres. Et ce régime d'apartheid, qui s'enracine dans des siècles de ségrégation en Afrique du Sud, et d'un terreau commun avec tous les systèmes coloniaux que l'Afrique a connus et que les autres colonies du monde ont connus, à partir de 1948, ça se durcit parce que ça devient véritablement un régime politique. Avec des lois raciales qui consistent, pour certaines d'entre elles, à classer tous les gens en fonction de leur race. Donc il y a quelques races qui sont définies, la race blanche, la race noire, la race indienne, la race colored, la race asiatique.
On définit les races. Bon, il faut une loi très 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 longue pour définir les races, hein, parce que ça va pas de soi, vu que c'est une fiction, une race. Bon, c'est une fiction politique. Bon. Donc il y a tout un appareil de lois et de décrets et de mesures d'application pour définir les races. Non seulement pour définir les races, mais pour aller voir chaque individu du pays et décider à quelle race il appartient, et l'écrire dans ses papiers d'identité. Bon. Et non seulement ça, mais élaborer les règles qui permettront aussi de décider à quelle race appartiendront les enfants de telle personne ou de telle personne. En particulier, lorsqu'ils ont des enfants alors qu'ils appartiennent à des races différentes. Bon. Donc il y a déjà un appareil de loi pour ça. Une fois ça fait, il y a aussi tout un autre appareil de loi pour dire aux gens ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire en fonction de leur appartenance raciale. Et c'est là que se constituent 3 grands dispositifs idéologiques, mais qui sont aussi des dispositifs de contrôle des gens et qui sont aussi des dispositifs spatiaux, de l'espace. Il y a tout d'abord le grand apartheid, ce qu'on appelle le grand apartheid. C'est celui que je mentionnais en parlant des Bantoustans ou des réserves. Bon. Ça s'appelle le grand apartheid parce que ça se conçoit à l'échelle de l'ensemble du territoire de l'Afrique du Sud. Il faut imaginer le législateur déplier sa carte, tracer des zones qui seront des réserves pour toute une série de groupes à l'échelle du pays, et puis décider que tout le reste, c'est pour les Blancs. Quand on regarde la carte des Bantoustans, elle dessine une espèce de fer à cheval, voilà, qui prend en écharpe le nord, l'est et le sud du pays, et tout le reste, c'est pour le blanc. Le reste, c'est quoi? Ce sont toutes les zones rurales, mais aussi tous les grands centres industriels et urbains. Bon. Et autour de ça, sont éparpillés des Bantoustans qui, d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, sont eux-mêmes des confettis. Sans connexion les uns avec les autres. Ces Bantoustans sont faits pour héberger tous les gens qui sont considérés comme non productifs. Si vous êtes ouvrier, ou si vous êtes mineur, ou si vous êtes femme de ménage, vous avez le droit de venir habiter dans les régions blanches. Mais si vous êtes considéré comme improductif, vous avez obligation d'aller résider dans le Bantoustan qui est labellisé du nom de votre race ou de votre ethnie. Et comme par hasard, spatialement, c'est très intéressant, ces Bantoustans dessinent, comme je l'ai dit, un fer à cheval qui entoure les zones, les centres industriels, parce qu'en fait, il faut organiser, et c'est le principe de l'apartheid, il faut organiser l'assujettissement économique et l'éloignement spatial des gens. Il faut qu'on puisse venir faire travailler les gens au fond des mines, faire travailler les femmes de ménage dans les maisons des Blancs, faire travailler les ouvriers ou les petits employés dans les centres industriels, mais il faut les renvoyer chez eux lorsque les périodes de travail sont finies. Il faut surtout que leurs familles restent dans les Bantoustans. Ça, c'est le grand apartheid à l'échelle du pays qui suppose la mise en œuvre de ce passeport intérieur, en fonction duquel les gens ont le droit ou pas de circuler. Sortez de votre Bantoustan et vous êtes absolument astreint à avoir votre passeport à jour avec un visa à jour qui vous autorise à passer par l'endroit où vous êtes. La plupart des arrestations qui ont lieu pendant le régime d'apartheid de 48 à 90, la plupart des arrestations sont des arrestations pour contrôler les gens qui circulent avec ou pas, avec ou sans leur passeport et avec ou sans leur visa qui les autorise à circuler dans les zones. Bon. Ça, c'est le grand apartheid. Il y a un apartheid plus localisé qui s'appelle l'apartheid urbain. Ce qu'on a fait à l'échelle de tout le pays, on le fait à l'échelle de chaque ville. À l'échelle de chaque ville. Étant considéré que la ville est pour les Blancs. La ville, c'est-à-dire le lieu de sociabilité, c'est-à-dire les commerces, c'est-à-dire les infrastructures, c'est-à-dire les services, c'est pour les Blancs. Les Noirs ont le droit d'y venir, ils sont même requis d'y venir lorsqu'ils y travaillent, lorsqu'ils sont votre femme de chambre, ou lorsqu'ils sont votre employé, votre jardinier, ou lorsqu'ils travaillent comme votre employé dans le petit commerce que vous tenez. Ah, mais évidemment, sitôt la journée de travail passée, ils doivent retourner où cette fois-ci? Non pas dans leur Bantoustan à 400 km, mais dans leur township.
Le township, c'est quoi? C'est un mot anglais qui veut dire une cité. C'est une cité dortoir. Dans les grandes villes comme Johannesburg, ces townships sont à 40 km. C'est Soweto, par exemple. Bon. Dans les petites villes qui comptent 2000 habitants, dans le Karoo, dans l'ouest de l'Afrique du Sud, le township, il est à 600 mètres. Bon. Mais c'est quoi le township? Bon. Un township, il y a beaucoup de géographes qui ont travaillé sur ces questions-là, beaucoup de géographes français en particulier. Là, un township, ça se voit d'avion, ça se voit sur des images aériennes, satellites. C'est pas une ville normale, c'est un quadrillage de petites maisonnettes, toutes standardisées, dans un endroit qui regroupe tous les gens qui n'ont pas le droit de résider à la ville. C'est un endroit sans infrastructure, pas d'électricité, pas d'eau courante, pas d'évacuation des eaux sales, bon. Pas de service, pas de commerce. C'est une non-ville, c'est une négation de la ville. C'est l'antichambre de la ville. C'est là où la main-d'œuvre va dormir, hein, pour pouvoir revenir, être disponible le lendemain et revenir travailler. Et puis il y a le troisième grand dispositif de l'apartheid, c'est l'apartheid personnel. L'apartheid personnel, c'est celui qui régimente, qui règle votre vie quotidienne, ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. Si vous êtes noir, vous n'avez pas le droit de rentrer dans le bureau de poste par la porte des Blancs. Vous n'avez pas le droit de marcher sur le même trottoir que les Blancs. Il faudra donc qu'il y ait un trottoir pour les Blancs et un trottoir pour les non-Blancs. Il faudra qu'il y ait une entrée du bureau de poste pour les Blancs et une entrée du bureau de poste pour les non-Blancs. Il faudra donc qu'il y ait des guichets pour les Blancs et pour les non-Blancs. Il faudra qu'il y ait des lignes de bus pour les Blancs et des lignes de bus pour les non-Blancs, ou alors des places à l'avant et des places à l'arrière. Bon. Il y aura toute une série de codes corporels ou vestimentaux, voilà, qui s'imposent également à chacun selon sa race ou son étiquette ethnique. Il y aura des plages autorisées aux Blancs pour l'essentiel, et puis de temps en temps des plages autorisées aux seuls non-Blancs. Bref, dans la vie quotidienne, tous les gestes, toutes les circulations, tous les déplacements, mais aussi tous les contacts entre personnes sont contrôlés par ces lois d'apartheid. Une loi d'apartheid interdit les unions entre gens appartenant à des groupes raciaux différents. Bon. Interdit donc le contact et interdit les relations amoureuses et sexuelles entre des gens appartenant à des groupes raciaux différents. Ça, ce sont les dispositifs d'apartheid avec toutes les implications que ça comporte. Je disais tout à l'heure en commençant que le régime d'apartheid était un régime totalitaire. Dans quel sens est-il totalitaire? Il faut être précis avec les mots. Il est totalitaire parce que sous couvert d'être un régime soumis au règne de la loi, fût-elle une loi ségrégationniste extrêmement dure, en réalité, ce régime laissait prise à la police et aux forces armées, hein, d'aller enquêter, d'aller débouler chez les gens pour aller vérifier que les lois d'apartheid étaient bien appliquées. Bon. Et laisser une très très grande latitude d'interprétation aux forces de l'ordre. Je prends deux exemples. Un premier exemple était, par exemple, cette interdiction d'avoir une union entre deux personnes, un blanc, une noire, une blanche, un noir, par exemple, bon, deux personnes de groupes raciaux différents. Pour contrôler, pour mettre en application cette loi, le gouvernement autorisait les forces de l'ordre à rentrer chez n'importe qui sur n'importe quel prétexte. Chez n'importe qui pour n'importe quel prétexte. Bon. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on pouvait débouler chez vous pour vérifier, voilà, si ou pas vous étiez en train d'avoir une relation racialement illicite. Un autre exemple, c'est une des lois d'apartheid interdisait toute forme d'activité communiste. Et le communisme était défini dans la loi d'une façon extrêmement simple, c'était toute activité visant au changement. Ce qui, vous imaginez,
laissait prise à une marge d'interprétation très très large, très large. Bon. Et qui permettait là aussi aux forces de l'ordre, au système judiciaire, bon, d'arrêter, de torturer, d'arracher des aveux, de juger, de condamner, de tuer, bon, sous des prétextes totalement futiles. Bon. Et voilà ce que c'était que l'apartheid. Quelle société est-ce que ça engendre? Ça engendre une société complètement fragmentée. Et ça engendre une société qui, à différentes échelles de l'espace, qu'il s'agisse de l'espace national, qu'il s'agisse de l'espace urbain, ou qu'il s'agisse de l'espace quotidien, les petits déplacements, les petites interactions sociales, cette société est complètement clivée et codée par le système d'apartheid. Lorsqu'arrivent les années 80, que la pression s'accroît en Afrique du Sud et sur l'Afrique du Sud, du fait d'abord que les militants emprisonnés depuis 25 ans sont toujours là, ils sont toujours actifs et deviennent de plus en plus des icônes internationales, du fait qu'il y a une mobilisation internationale de plus en plus puissante et qui rencontre de plus en plus d'échos, et du fait qu'il y a un quasi-consensus international pour mettre une pression très très forte sur l'Afrique du Sud, une pression économique en particulier, qui a un boycott économique, un boycott sportif également, un boycott intellectuel sur l'Afrique du Sud. La pression que fait peser également la guérilla de l'ANC, l'enflammement des townships, où c'est quasiment la révolte tous les jours, les campagnes de défiance, soit militantes et violentes, soit pacifiques, avec des figures comme Desmond Tutu qui apparaissent dans les années 80. Tout ça fait que la pression s'accumulant sur le régime, des signes d'ouverture se font jour à partir du milieu des années 80, et l'inéluctabilité d'une transition apparaît. Néanmoins, comment fait-on société, comment refait-on société à partir de quelque chose aussi clivé que ce qu'est devenu ce pays? Ça ne va pas de soi du tout. Ça ne va pas de soi du tout. Et c'est l'une des choses qui apparaît avec cette espèce de quasi-guerre civile dans les années 90. Comme le dit Mandela l'exprime très bien en sortant de prison. Il dit, voilà, je suis sorti de prison, mais je ne suis toujours pas libre. Il n'est toujours pas libre, les lois d'apartheid sont toujours là. Et les contraintes qui pèsent sur les esprits, comme sur les actions, comme sur les corps, sont toujours extrêmement présentes, et la société est complètement fragmentée. Comment refait-on société avec ça? Et c'est tout le mérite de Mandela, je crois, que d'avoir pris ce problème en main et d'avoir entièrement focalisé son action sur cette question-là, de n'avoir jamais lâché sur un principe qui était un principe fondateur de l'ANC depuis le début, qui était nous n'existerons que collectivement, nous refuserons la bantoustanisation de l'Afrique du Sud, nous refuserons l'option fédéraliste. Nous nous battrons pour que nous vivions tous ensemble avec un même principe démocratique, une personne, une voix. Mandela s'arc-boute sur cette idée-là, et à certains moments, il faut bien le dire, il est presque seul. Il est presque seul. Il est presque seul de ses compagnons de prison, et cette opinion elle-même, dans les années 80, paraît très 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 minoritaire au sein de la société sud-africaine. C'est dans ce sens-là qu'on a le droit de dire que Mandela opère une espèce de miracle politique, en imposant
d'abord à ses compagnons de cellule, puis à l'appareil de l'ANC, puis aux militants noirs, puis à la société sud-africaine, ce miracle de la reconstitution d'une société. Le discours que nous avons entendu tout à l'heure est l'un des moments de ce miracle-là, qui ne s'entend pas, qui ne se voit pas quand on le lit comme ça, parce que Mandela n'est pas un très très grand orateur. N'est pas un très très grand orateur. Bon. C'est pas toujours très très bien écrit, c'est pas forcément enflammé, il parle un anglais avec un très très gros accent, il a une façon comme ça de très rentrée de parler, c'est pas très audible, non. Néanmoins, il y a des mots. Il y a des mots que presque personne n'avait jamais entendus. Et un mot en particulier très simple, vous l'avez peut-être pas entendu tout à l'heure, parce qu'on a l'habitude de l'employer, ce mot-là, mais les Sud-Africains, vous n'avaient pas l'habitude de l'employer. C'est le mot « nous ». Nous. Nous. Tout à l'heure, en réécoutant le discours, vous ferez attention. Nous. Ce mot-là, c'est un coup de force. C'est un coup de force de Mandela. Dire « nous » à des gens qui écoutent devant leur télévision, qui sont des blancs afrikaners, des Zoulous, des Tswana urbains parlant l'anglais à la maison, des Ndebele, des Soto, des Indiens parlant l'anglais à la maison, des Anglais issus de la seconde colonisation. Tous ces gens-là qui ont pris l'habitude de se définir, non seulement parce qu'on leur a imposé d'en haut, parce que l'apartheid leur a imposé d'en haut, mais parce que la conflictualité de ce régime les a habitués à ça, qui ont pris l'habitude de se définir en fonction d'une appartenance raciale ou ethnique. Mon groupe d'appartenance, c'est les Afrikaners. Mon groupe d'appartenance, c'est les Zoulous. Dire à des gens qui sont devant leur poste de télévision, tous indifféremment, chez eux, tous individuellement, chez eux, leur faire entendre un mot qui est « nous » et qui, évidemment, englobe tout le monde. Englobe tout le monde. C'est un coup de force. C'est un coup de force du langage politique, mais c'est là que le langage politique est puissant. C'est là que le langage politique est puissant. C'est là qu'on a raison de croire à la langue politique. C'est là qu'on a raison de croire à la politique. C'est que le langage politique, ça fait ça aussi. Ça ne fait pas que du mal, ça fait ça aussi, quoi. Bon. Et c'est ce miracle-là qu'opère le verbe de Nelson Mandela que de prononcer ce mot « nous » et de remettre dans nous autre chose que de l'ethnicité. Mais de mettre dans nous un avenir, un projet. Nous n'avons pas d'autre choix que nous allons faire ceci, nous ferons cela. Et en face, devant leur télévision, les gens, il faut les imaginer comme saisis par ça. Non pas qui me parle, non pas d'où me parle-t-il, mais à quoi parle-t-il en moi ? À quelle partie de la société parle-t-il en moi ? Bon. Et ça fait résonner ça. Ça fait résonner des choses que les Sud-Africaines et les Sud-Africains n'avaient jamais entendu résonner. Et en particulier, cette chose très simple, c'est que on peut se dire Sud-Africaine et Sud-Africain. Et pas forcément Afrikaner, pas forcément Zoulou, pas forcément Tswana, pas forcément Anglais, pas forcément Ndebele, pas forcément Soto. On a le droit de se dire Sud-Africain. Chose qui n'avait pas existé jusqu'à présent. Chose qui n'avait pas existé. Ça n'existait pas. Ce pays était un jeté de confettis. Et c'était peut-être l'avenir prévisible de l'Afrique du Sud que de se fragmenter en une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine ou une cinquantaine de confettis autogérés. Mais un miracle s'opère qui fait se dire aux gens nous peut avoir un contenu différent que moi, mes voisins, mes parents, mon apparentement ethnique et mes plus proches. Ça peut être autre chose que ça. Ça peut être quelque chose comme une société.
ça peut être cette fiction qu'est une société, dans laquelle des individus, quel que soit leur apparentement ethnique, leur langue parlée à la maison, leur pratique alimentaire ou leurs coutumes vestimentaires, sentent qu'ils appartiennent au même ensemble. C'est une fiction, une société, mais c'est une fiction utile. Et cette fiction-là, comment la fait-il exister? En faisant éprouver à chacune et à chacun des gens qui l'écoutent les mêmes sentiments. Les mêmes sentiments. Le sentiment de l'urgence, le sentiment de la peur devant ce qui est en train de se passer. Les mêmes émotions. L'émotion d'un peuple qui n'est pas une collection d'ethnies, mais l'émotion d'un peuple qui va aller communier parce qu'un héros est mort, qu'une héroïne a appelé la police pour qu'on chope le criminel. Et là, tout le monde peut communier. Tout le monde peut sentir ça chez soi, devant la télévision, ou le lendemain, ou en direct à la radio, ou le lendemain dans les journaux, ou le surlendemain dans les prêches. Tout le monde peut entendre ça. Tout le monde peut entendre cette invitation à aller communier, au sens civique, à aller communier pour aller célébrer la mémoire de quelqu'un qui vient d'être assassiné. Et dans cette invitation-là, il y a, de la part de Nelson Mandela et de la part de ce qui se passe là, pendant ces quelques minutes que dure ce discours, l'invitation à faire société. L'invitation à faire société. Et si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on relise maintenant ce discours et qu'à la lumière de ce long commentaire qui ne s'intercale pas comme d'habitude en bas de page, mais qui est venu s'intercaler en plein milieu du banc, on en pèse tous les mots. Ce soir, je tends la main à chaque Sud-Africain, noir ou blanc, du plus profond de mon être. Un homme blanc, rempli de préjugés et de haine, est venu dans notre pays et a commis un acte si funeste que notre nation tout entière vacille à présent au bord du précipice. Une femme blanche, d'origine africanaire, a risqué sa vie pour que nous puissions identifier cet assassin et le traduire en justice. Le meurtre de sang-froid de Chris Hani a agi comme une onde de choc à travers tout le pays et dans le monde entier. Le chagrin et la colère nous anéantissent. Ce qui s'est produit est une tragédie nationale qui a touché des millions de personnes, indépendamment des clivages politiques et de couleurs. Notre chagrin partagé et notre colère légitime trouveront leur expression dans les commémorations nationales qui coïncideront avec les funérailles. Demain, dans de nombreuses villes et de nombreux villages, les cérémonies à sa mémoire rendront hommage à l'un des plus grands révolutionnaires que ce pays ait connu. À l'occasion de chaque service sera ouvert un livre du souvenir pour la liberté, où tous ceux qui désirent la paix et la démocratie pourront faire part de leur engagement. Il est désormais temps pour tous les Sud-Africains de s'unir contre ceux qui, d'où qu'ils viennent, veulent détruire ce pourquoi Chris Hani a donné sa vie, notre liberté à tous. Il est désormais temps pour nos compatriotes blancs, dont les messages de condoléances continuent d'affluer, de compatir à la perte douloureuse qu'a subie notre nation et de participer aux cérémonies de la mémoire et aux commémorations funèbres. Il est désormais temps pour la police d'agir avec tact et modération, en hommes et en femmes d'ordre, agissant véritablement pour le bien commun, au service de la population dans son ensemble. Aucune autre vie humaine ne doit être perdue en ce moment tragique. Il s'agit d'un moment crucial pour nous tous.
Ce sont nos décisions et nos actes qui diront si nous avons su employer notre douleur, notre chagrin et notre indignation pour aller de l'avant vers la seule solution pérenne pour notre pays, un gouvernement du peuple, élu par le peuple et pour le peuple. Nous ne devons pas laisser les hommes qui idolâtrent la guerre et convoitent le sang perpétrer des actes qui plongeraient notre pays dans un nouvel Angola. Chryssani était un soldat. Il croyait en une discipline de fer. Il respectait les instructions à la lettre. Il agissait conformément à ce qu'il prêchait. Tout manque de discipline bafoue les valeurs que Chryssani incarnait. Ceux qui commettent de tels actes ne servent que les intérêts des assassins et profanent sa mémoire. Alors que si nous agissons ensemble, nous, le peuple uni, avec résolution, discipline et détermination, rien ne nous arrêtera. Rendons hommage à ce soldat de la paix de façon appropriée. Renouvelons notre engagement à faire advenir la démocratie pour laquelle il combattit sa vie durant. Cette démocratie qui apportera des changements réels et tangibles dans la vie des travailleurs, des pauvres, de ceux qui sont sans emploi ou sans terre. Rien ne remplacera Chryssani dans le cœur de notre nation et de notre peuple. Quand il revint en Afrique du Sud après 30 ans d'exil, il déclara « J'ai côtoyé la mort, l'essentiel de ma vie. Je veux vivre dans une Afrique du Sud libre, même si je dois donner ma vie pour cela. » Le corps de Chryssani sera exposé solennellement au FNB Stadium à Soweto, le dimanche 18 avril, de midi jusqu'au début de la veillée à 18h. Les funérailles débuteront le lundi 19 avril à 9h. Le cortège se rendra au cimetière de Boksburg où l'inhumation est prévue à 13h. Ces funérailles et ces rassemblements doivent se dérouler dans la dignité. Nous saurons canaliser nos émotions lors de nos regroupements, nos réunions de prière et nos rassemblements, que ce soit dans nos maisons, dans nos églises ou dans nos écoles. Nous ne laisserons pas entraîner à des actes irréfléchis. Les questions vont globalement dans le même sens, c'est-à-dire que... alors, il faut contextualiser, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, mais comme un historien, je contextualise plutôt avec ce qui se passe pendant ou avant qu'avec ce qui se passe après. Et le risque étant pour un historien celui de l'anachronisme. C'est-à-dire que juger de la force, de l'efficacité de ce changement politique qui s'opère en quelques années avec Mandela, à la lumière de ce qui a été fait de cette démocratie, est un anachronisme que je me refuse de faire. Bon. Et le contexte, oui, le contexte, alors je n'ai peut-être pas assez insisté sur le fait que, en effet, ça ne sort pas de n'importe où. C'est-à-dire qu'il y a un mûrissement de différents facteurs. Il y a effectivement à un moment donné la chute du mur de Berlin qui d'un seul coup fait en quelque sorte tomber ce qui était le grand Satan du régime d'apartheid. C'est-à-dire que le régime d'apartheid, tout à coup, ne peut plus dire que la Russie va prendre le... Voilà, que le communisme va prendre le pouvoir, et la menace planétaire, et va prendre le pouvoir en Afrique du Sud. La menace, elle n'existe plus. Bon. Donc du coup, on ne peut plus taxer les opposants de communisme. Du coup, on ne peut plus dire non plus que le grand mal absolu, c'est le communisme et qu'on va... Bon, l'ennemi devient fantoche, disparaît. Et donc effectivement, là, il y a un moment donné très important où le régime d'apartheid, faute de cette espèce d'ennemi fantasmatique qu'était le communisme, s'affaiblit. De la même façon, autre élément de contexte aussi très important, c'est que la lutte armée, je crois que c'est ce que vous avez essayé de suggérer, la lutte armée de Umkhonto we Sizwe, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, ça n'a pas donné grand-chose. Bon. Et les leaders noirs les plus lucides
commencent à bien comprendre qu'ils n'auront pas la peau du régime avec la lutte armée. Ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas. Bon. Donc il y a cette espèce de double prise de conscience d'une lutte armée qui ne fonctionnera pas, hein, et l'autre côté, d'un enfermement obsidional, voilà, du régime qui ne pourra pas durer très bon. Donc les éléments réalistes dans les deux camps se rencontrent, d'abord clandestinement, et puis à la faveur d'un certain nombre de facteurs, de pression, etc., se fabrique quelque chose. Après, autre élément de réflexion. J'entends bien, et je sais bien ce qu'est devenue la société sud-africaine. Résistons tout de même à la tentation un peu de ce plaisir pervers consistant à dire oui, mais malgré tout, regardez ce qu'ils en ont fait, c'est pas si bien que ça. Bon. Certes, il y a de la corruption en Afrique du Sud. Bon. D'abord, sortez-moi des chiffres permettant de la mesurer et de la comparer avec ce qu'elle est dans d'autres pays, y compris des pays de l'OCDE, y compris, etc. Bah, comparons-la au ratio de l'argent que ça génère. Bon. Certes, il y a une violence, mais il y a des démocraties qui vivent très très bien avec des niveaux de violence endémiques. Les États-Unis vivent très bien avec. Bon, il y a une violence qui n'est pas non plus échevelée. Bon, il y a une violence, certes. Il y a une très grande violence sociale, une très grande violence économique, une très grande injustice. Bon. Mais j'ai envie de vous répondre. Là, je pense qu'il y a peut-être une différence d'analyse profonde entre nous. Mais j'ai envie de vous répondre qu'avant qu'une société se pose la question de plus de justice, il faut qu'elle existe comme société. Il faut qu'elle existe comme société. Et si j'insiste tellement sur ce miracle sud-africain, c'est pas par une espèce de souci irénique, voilà, et naïf, consistant à dire waouh, génial, regardez, et puis c'est superbe, ils vivent tous bien. Ça n'a rien à voir avec ça. Je mets l'accent sur une chose qui est que la démocratie, elle sert d'abord à faire exister ensemble cette fiction qui, sans la démocratie, ne tient pas debout. Voilà. Et qui est un ensemble, qui est une nation, vous appelez ça comme vous voulez, on appelle ça la République si on veut, on appelle ça la nation si on veut. Voilà. Ce collectif-là, il a le droit à l'intérieur de se dire on veut plus de justice sociale et on taxe les plus riches et on redistribue l'impôt et on fait... Qu'est-ce qui les empêchait de le faire? Je ne suis pas dirigeant sud-africain. Qu'est-ce qui les empêchait de le faire? Ça n'était pas verrouillé au départ. Ce qu'allait devenir la société sud-africaine n'était pas verrouillé dans les termes de la transition démocratique. Ça n'était pas verrouillé. Ça n'était pas verrouillé. Et le miracle, c'est cette transition démocratique. C'est de faire société en partant de ce qui était leur point de départ, c'est-à-dire de la non-société, c'est-à-dire du chaos. Bon. Et une fois de plus, j'y insiste, c'est pas simplement des gens qui sont en désaccord, mais qui savent tous qu'ils sont français. C'est pas ça dont je parle. Pas du tout ça. Je parle de gens qui ne savent pas qu'ils sont français. Parce qu'ils pensent qu'ils sont Soto, Tswana, Zulu, Ndebele, anglais, afrikaners, ceci ou cela. Ils ne savent pas qu'ils sont sud-africains. Ils ne le savent pas avant ce miracle-là. Et faire exister ce collectif-là, ça, c'est le miracle de la démocratie. Et elle nous est arrivée sous les yeux. Elle nous est arrivée sous les yeux. Et ça nous est encore utile, ça je pense. Voilà. Ça, je pense que ça nous est encore utile. Oui, et puis je crois, si je peux dire un mot, par rapport à ce que tu dis, que ça se conceptualise un peu dans le sens que, je me souviens de la différence que faisait Deleuze entre le désir révolutionnaire et l'avenir de la révolution. Il y a un moment dans une société, il y a un désir révolutionnaire, et ça ne dit rien de l'avenir de la révolution. Ça ne dit rien de ce qui va advenir. Du reste, il dit souvent, c'est pas les mêmes. Donc on accuse tout le processus parce qu'il termine mal, mais souvent c'est pas les mêmes. Et il n'empêche qu'à des moments donnés, il y a un désir révolutionnaire. Ce que ça devient, on n'en sait rien. Mais ce désir vaut déjà quelque chose par lui-même. Je pense oui, tu as tout à fait raison de citer Deleuze exactement à ce moment-là, la discussion. Non, c'est tout à fait ça. Et en tout cas, c'est en effet un plaidoyer pour une historicité fluide. Voilà. C'est-à-dire que les choses ne sont pas
quand je fais l'apologie de ce moment démocratique sud-africain, je n'implique surtout pas que ce qui en est sorti était figé et définitif. Voilà. Et que ça augurait, voilà, d'un avenir radieux. Et voilà, on ne pouvait pas savoir. Où est-ce que ça existe, les frontières naturelles? Ça n'existe pas, les frontières naturelles. Voilà. Ce sont toujours des processus de construction. Et bon, ça n'est toujours naturalisé qu'a posteriori. C'est toujours a posteriori qu'on naturalise les frontières. Donc voilà. Donc, non, il n'y a jamais nulle part d'adéquation entre un sentiment national et un territoire. Ça n'existe pas. C'est une rétroprojection sur un territoire. La seule chose intéressante, c'est la construction de cette communauté d'émotions qui fait une nation. Et le moment où on la voit apparaître, cette communauté d'émotions, c'est là qu'il y a un moment un peu miraculeux, voilà, qui est celui de ce désir de révolution, ce désir de transformation de soi, voilà, où on fabrique quelque chose de neuf qui est du nous. Bon, et voilà, et ça c'est... il faut regarder, il faut retrouver l'émotion de ça. Il faut regarder, ça, on voit des images sur Internet, les files d'attente des Sud-Africains qui font la queue voilà, dans les 2 semaines qui précèdent le 10 mai, en avril 1994, qui font la queue devant les bureaux de vote, voilà, sur des centaines de mètres ou sur des kilomètres. Voilà. Ces gens qui découvrent pour la première fois que la personne qui fait la queue juste avant eux ou juste après eux n'est pas de la même race ni de la même ethnie. Voilà. C'est la première fois que ça leur arrivait. Mais oui, ils ne marchaient pas sur les mêmes trottoirs. Ils ne rentraient pas dans les mêmes portes par les mêmes portes de bureaux de vote. Voilà. Et retrouver cette émotion-là, c'est quelque chose qu'il faut aussi arriver à expliquer à ceux qui ne croient pas au vote. Voilà. Je crois que c'est intéressant c'est intéressant de dire ça, de montrer qu'on peut se battre juste pour ça, pour ce sentiment pour cette chose très futile, consistant à aller faire la queue devant la même porte de bureau de vote pour aller mettre des bulletins dans la même boîte et élire des représentants qui siégeront dans la même chambre. C'est pas rien, et c'est juste ça, voilà, qui est le miracle. Ce qu'on fait du miracle après, c'est à chacun notre affaire.